Bon les copains, bienvenue au Guyana, dans la jungle amazonienne. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce pays que les Européens ont longtemps appelé la côte sauvage, avec une multitude d'anecdotes et de faits surprenants. Laissez-moi vous conter l'histoire du Guyana, qui signifie terre d'eau, mais qui est également en train de devenir une terre de pétrole. La République coopérative du Guyana, c'est son nom officiel, est située sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud, bordée par l'océan Atlantique au nord, le Suriname à l'est, le Brésil au sud et le Venezuela à l'ouest. Avec une surface de 215 000 km² et seulement 830 000 habitants, le Guyana figure parmi les pays les moins densément peuplés au monde. Avec seulement 4 habitants par km², c'est 25 fois moins que la France, le Guyana est l'un des pays les plus vides du monde. Pourquoi ? Parce que plus de 80% du territoire est couvert par la forêt amazonienne. C'est un pays de premier plan en matière de biodiversité et contrairement à d'autres régions d'Amérique du Sud, plus de 70% de ses habitats naturels sont restés intacts. L'ensemble du territoire est recouvert de forêts tropicales vierges, un trésor écologique immense abritant des milliers d'espèces encore peu étudiées. C'est difficile de bien mesurer ce que ça représente, mais par exemple, il y a plus de 8000 espèces de plantes qui poussent au Guyana et la moitié d'entre elles ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Bon les copains, premier jour sous la flotte et je pense que ça va être comme ça toute la journée et j'espère pas toute la semaine. Wow, les éclairs, bienvenue au Guyana. Je suis actuellement à Georgetown, dans la capitale du Guyana. Objectif, dès demain, visiter les Kaita Falls. C'est les plus hautes chutes, ou parmi les plus hautes chutes d'eau du monde entier. Mais évidemment, le petit avion ne pourra pas décoller si il continue à faire ce temps-là. C'est sympa, très sympa ces vacances. Alors je me prends la pluie depuis tout à l'heure sur la gueule. C'est sympa la visite de la ville. On y va les copains. Bon, je profite de cette météo généreuse pour vous parler un petit peu des conditions climatiques au Guyana. Ici, on est sur un climat équatorial, tropical, chaud et humide, avec 2 saisons des pluies, de mi-mai à août, puis de novembre à janvier. Question pluviométrie, dans la capitale à Georgetown, il tombe environ 2,5 mètres d'eau par an. Pour vous donner une idée, c'est comme si on versait 4 fois la pluviométrie de Paris sur la ville. En revanche, le Guyana vit dans une chaleur remarquablement stable parce qu'on est juste au-dessus de l'équateur, donc vous pouvez laisser vos pulls à la maison. Ici, la température oscille presque toute l'année entre 20 et 32 degrés. Et comme on est proche de l'équateur, ce qui est fascinant ici, c'est la régularité du temps. Il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit toute l'année. Aucune journée qui rallonge ou qui raccourcisse, le soleil se lève et se couche presque tous les jours à la même heure. Alors là, c'est la tour de l'horloge du marché de Stabroek. C'est l'un des monuments les plus emblématiques de Georgetown. C'est le Big Ben du Guyana. La tour domine le front de mer et servait autrefois de point de repère aux navires arrivant par le fleuve Demerara. Et contrairement à beaucoup d'horloges en pierre, celle-ci est une structure en fer et en acier.
right? Yeah, I'm good and you? Okay. Bon, là le gars vient de me poser une question en anglais parce que le Guyana est le seul pays anglophone d'Amérique du Sud. C'est une vraie singularité sur un continent majoritairement hispanique. La langue officielle est donc l'anglais, bien qu'une bonne partie de la population parle le créole guyanais, le créolaise. C'est un créole anglais très imagé. Donc, El Guyana no habla espagnol. C'est un pays non latin du continent et pas vraiment latino. D'ailleurs, culturellement, on le range plus volontiers dans la famille caribéenne que sud-américaine. Que ce soit musique, cuisine, influence culturelle, on est plus proche des îles que des Andes. Hi, I'm looking for wood and I want to see Guyana on the wood. Do you have something in like this? Come around, let me show you something. So, Show me something with Guyana. right. So this is Guyana colors, Ok. right? Red, yellow, green, black and white. Moi, je prends ça pour mon petit souvenir. Et voilà un soir de pleine lune en Amérique du Sud, au Guyana. C'est beau cette pleine lune qui brille, ça me fait penser qu'elle a éclairé d'autres peuples, d'autres vies bien avant Georgetown. Et derrière cette lumière se cache d'ailleurs une histoire d'éclat et d'or. Mais au fait, est-ce que vous savez comment est né le Guyana ? Avant l'arrivée des Européens, l'histoire du Guyana est assez difficile à retracer. Faute d'écrits et de vestiges archéologiques, la jungle a effacé une grande partie des traces laissées par les peuples autochtones. La région des Guyanes était principalement habitée par des peuples arawaks, les mêmes qui se sont ensuite rendus dans les Caraïbes. Ils ont été en partie remplacés par les Kalinagos, aussi appelés Caraïbes, dont le nom a fini par désigner toute la région. Ce sont ces peuples qui ont rencontré les premiers explorateurs européens à la fin du XVe siècle. En 1499, l'Espagnol Alonso de Ojeda est l'un des premiers Européens à apercevoir ces côtes. Alors, pourquoi l'actuelle Guyana n'est-elle pas espagnole ? Tout d'abord, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et notamment du traité de Tordesillas de 1494. Le partage des terres et du monde entre l'Espagne et le Portugal ne s'est pas fait sur le terrain, mais sur une carte, un simple bout de papier qui a divisé le monde en deux, avant même que l'on sache exactement ce qui s'y trouvait. Sous l'égide du pape, une ligne imaginaire est tracée à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert. Tout ce qui est à l'ouest de cette ligne revient à l'Espagne, tout ce qui est à l'est revient au Portugal. À cette époque, l'Espagne revendique donc la petite Venise, le Venezuela, et les Portugais colonisent la portion de la Mapa. L'Empire espagnol a bien essayé de conquérir ce bout de terre, mais non seulement la résistance acharnée des populations locales et l'hostilité de la nature marécageuse des Guyanes ont découragé les conquistadors. Mais de surcroît, d'autres puissances européennes, la France, les Pays-Bas, l'Angleterre, n'ont jamais accepté le traité papal et ont entrepris leur propre exploration et implantation des Guyanes. Ces terres sont tellement hostiles que les Européens surnomment alors la région la Côte sauvage. Le premier explorateur à vraiment s'y intéresser est l'anglais Sir Walter Raleigh en 1594, à la recherche de l'Eldorado. À l'origine, l'Eldorado n'est pas une ville, mais une légende amérindienne qui parlait d'un chef, El Hombre Dorado, l'homme doré, qui lors d'un rituel se couvrait de poudre d'or avant de se baigner dans un lac sacré en offrant de l'or aux dieux. Mais très vite, les Européens transforment le récit, l'homme devient une cité, la cité devient un royaume, et ce royaume est censé être entièrement fait d'or. Il ne trouvera jamais l'or et finira même exécuté après un échec militaire lié à ses expéditions. Mais sa quête contribuera à attirer les Européens dans la région et à lancer la colonisation du Guyana.
Les empires de l'époque établissent dès lors des comptoirs commerciaux et les Guyanes se divisent alors en 5 parties: espagnole, anglaise, néerlandaise, française et portugaise. La Guyane espagnole correspond au Venezuela et la partie portugaise au Brésil. Pendant 2 siècles, Français, Britanniques et Hollandais se sont disputés ces territoires, changeant de main à chaque guerre européenne, et après une lutte acharnée entre empires et d'une quête mystique pour une cité d'or, les frontières se sont stabilisées. La Guyane britannique à l'ouest, le futur Guyana, le Suriname au centre pour les Hollandais et la Guyane française à l'est. Ah, c'est sûr, c'est pas la même ce matin. Allez, c'est parti les copains. Direction les Kater Falls. Yo, DJ Smasher. Bon les amis, bienvenue à un Kater Falls. Voici donc la plus haute chute d'eau au monde, d'une seule lame, sans palier, d'un simple dénivelé. La chute est 5 fois plus haute que les chutes du Niagara. C'est un mur d'eau de 226 mètres de haut. Alors pour l'anecdote, le nom Guyana vient d'un mot amérindien qui signifie terre de nombreuses eaux. Et ce n'est pas une exagération, prenez l'embouchure du fleuve Essequibo, elle est si colossale, plus de 30 km de large, qu'elle pourrait engloutir 2 fois la ville de Paris. Mais contrairement au Mississippi ou au Nil, ces fleuves sont de véritables murs infranchissables dès qu'on s'enfonce dans les terres. À cause de cascades et des rapides violents, ils ont longtemps été des obstacles plutôt que des routes. Pendant des siècles, l'intérieur du pays est resté un monde à part, accessible uniquement en portant des canoës à bout de bras à travers la jungle. C'est cette géographie sauvage qui a protégé la forêt vierge et permis à la nature de rester presque intacte. Aujourd'hui, il existe une route qui traverse la jungle en direction de la frontière brésilienne, mais imaginez qu'il y a encore 10 ans, il n'y avait aucune route. En 2019, le Guyana ne comptait que 800 km de routes goudronnées dans tout le pays, alors que 90% de la population vit sur le littoral. Quitter la jungle pour rejoindre Georgetown, c'est passer d'un enfer vert à une forteresse de béton. Cette concentration démographique n'est pas qu'un héritage historique, c'est un combat quotidien contre des éléments. Dans cette région où se concentre la quasi-totalité de l'activité du pays, l'ennemi n'est pas la forêt impénétrable, mais l'Atlantique. Car si la jungle est difficile à percer, la côte, elle, est un territoire conquis sur l'océan. Bienvenue à Georgetown, une capitale qui défie les lois de la nature. Georgetown, en fait, est construite sous le niveau de l'Atlantique, à environ 1,5 m sous le niveau de la mer, à marée haute. L'océan est littéralement plus haut que la ville, retenu seulement par des digues et des canaux de drainage. Historiquement, pour créer la cité, les premiers colons hollandais ont dû assécher des marécages en mettant au point un réseau complexe de canaux, d'écluses et de digues. C'est là qu'on retrouve les célèbres cockers, ces portes en bois qui s'ouvrent et se ferment au rythme des marées pour évacuer l'eau. Ce système vieux de plusieurs siècles est toujours en fonction aujourd'hui. C'est en quelque sorte une version tropicale des Pays-Bas en Amérique du Sud. Sans cette ingénierie, la capitale n'existerait tout simplement pas. Pour éviter l'inondation totale, les Hollandais ont également bâti le Seawall, un immense mur de mer s'étirant sur 450 km. Le Guyana abrite ainsi le plus long rempart côtier au monde.
Sans cette muraille de béton, une grande partie du pays serait instantanément engloutie. Bon les copains, aujourd'hui c'est la journée Essequibo. C'est le fleuve qui est derrière moi. Donc direction Fort Island, c'est une île de la rivière Essequibo qui se trouve à 16 km de l'embouchure de la rivière. Et on va visiter le fort Zeelandia qui abrite les ruines hollandaises les mieux conservées du pays. Ce fort est la plus ancienne structure de tout le Guyana. Il servait de siège à la cour de justice et comprenait une église et un marché aux esclaves. Il a remplacé en fait le fort Kikoverall qui avait été fondé en 1616, qui était la première forteresse et capitale néerlandaise. Un téléphone qui est là, sur l'île, enfin sur l'île, sur ce petit coin de terre. Téléphone. Allô? Alors oui, je suis en voyage, je suis au Guyana. Ouais. Je sais pas s'il marche encore ce téléphone, mais en 2025, c'est rare de voir des téléphones comme ça. Allez, trêve de plaisanterie, je vous emmène maintenant voir le clou du spectacle de cet Essequibo River Day dans la jungle amazonienne, découvrir les chutes de Baccara. Stop, arrêt sur image. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les coulisses de ce petit paradis. Parce qu'on me voit seul à l'écran, dans un lieu sauvage et romantique, l'eau qui tombe, la jungle qui murmure, le sentiment d'être seul au monde, bref, le lieu magique du Guyana, celui qui fait rêver, qui donne envie de tout plaquer pour venir s'y perdre. Mais attention, parce que derrière Tarzan et ce cadre parfait, il y a une réalité un peu moins glamour. Déjà, pour arriver ici, il faut passer par un tour opérateur. Et les gars, ils ont visiblement un deal avec l'hôtel et le resto d'en face. Parce que j'ai passé 2 heures à poireauter dans un resort, juste la rive d'en face. À me dire, si ça continue, je vais y aller à la nage. Et quand enfin le bateau traverse et que tu accèdes au sentier, c'est Hunger Games. Tous les groupes s'élancent en même temps, adieu le côté sauvage, bonjour la course contre la montre, pour arriver le premier aux chutes d'eau. Et une fois sur place, surprise, il y a déjà des groupes. Bon, bah on arrive aux cascades. Le moment normalement le plus sympa de la journée. Mais bon, on a attendu 2 heures de l'autre côté de la rive, à 500 mètres. 2 heures dans un resort à rien faire du tout. Pendant ce temps-là, bah, les gens sont arrivés. Et du coup, bah, là, ça va être la cohue. Et encore, je suis le premier de 2 groupes. Donc là, ce groupe-là, je l'ai vu arriver tout à l'heure, c'est dommage. C'est dommage. Alors oui, les chutes de Baccara, c'est beau, c'est même très sympa, mais est-ce que c'est la sortie que j'ai préférée ici? Franchement, non. Autant les Kiter Falls te coupent le souffle et tu as le temps d'admirer le paysage, autant ici, c'est beaucoup d'heures de trajet et d'attente pour 1 minute de plaisir. Mais bon, pour la photo, ça reste un 10 sur 10 et j'en ai quand même profité. Bref, j'avais envie pour une fois de vous montrer aussi l'envers du décor et au moins maintenant, vous savez ce qu'il y a derrière l'objectif et le cliché instagrammable. Allez, retour vers Georgetown et sa mosaïque ethnique fascinante, parce que je vous ai parlé d'un pays de moins d'1 million d'habitants, dont 90% vivent sur la côte, mais je ne vous ai pas encore dit à quel point le Guyana est un véritable laboratoire démographique. Africains, Indiens, Européens, Amérindiens, un mélange unique au monde. Aujourd'hui, la population se répartit entre 40% d'Indo-Guyaniens, 30% d'Afro-Guyaniens et 10% d'Amérindiens, le reste étant issu de métissage et de minorités européennes ou chinoises. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour expliquer ces origines diverses, faut revenir sur l'histoire du pays et remonter au XVIe siècle, quand je vous ai expliqué que les Espagnols ont jugé la côte sauvage, trop complexe, pas assez d'or à leur goût et pauvre en ressources, les Néerlandais, eux, y ont vu un potentiel énorme. Ces terres côtières et ces estuaires
était parfait pour l'or blanc de l'époque, la canne à sucre. Pour faire tourner les plantations, l'Empire britannique, qui a repris la main entre-temps, a déporté des dizaines de milliers d'esclaves africains. En 1833, on comptait plus de 100 000 esclaves, soit environ 60% de la population de la colonie. Après l'abolition de l'esclavage, en 1838, l'industrie sucrière s'effondre, les propriétaires de plantations dos au mur cherchent une nouvelle main-d'œuvre bon marché et ils vont aller la chercher dans une autre colonie britannique, l'Inde. On leur promet un logement, de la nourriture et un billet simple contre 5 ans de travail brutal. Résultat, entre 1838 et 1917, près d'250 000 d'Indiens arrivent en Guyane britannique. Le Guyana moderne est donc le produit direct de ces migrations forcées ou contractuelles et de cette économie agricole. Mais aujourd'hui, une nouvelle ressource est en train de redéfinir complètement le pays, le pétrole. Oubliez la canne à sucre, depuis 2015, le destin des Guyanais a radicalement changé. Après 80 ans de spéculation et 7 ans de forage exploratoire, ExxonMobil a découvert un véritable océan de pétrole sous le plateau continental du Guyana. Le Guyana a alors littéralement décroché le jackpot. On parle de réserves estimées à plus de 11 milliards de barils. Pour un pays de moins d'1 million d'habitants, c'est comme si chaque citoyen s'était réveillé assis sur une mine d'or. Le résultat, une croissance spectaculaire du jamais vu. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ce graphique. La croissance économique explose. Depuis le début de la production, le Guyana a connu des taux de croissance de 43 à même 57,8%. Alors qu'en 2013, le Guyana était le deuxième pays le plus pauvre d'Amérique du Sud, son PIB était alors d'environ 5 400 $ par habitant par an, aujourd'hui, il possède les plus grandes réserves de pétrole par habitant au monde. À titre de comparaison, le Guyana a désormais plus de barils de pétrole par citoyen que l'Arabie Saoudite ou le Koweït. En plus, contrairement au Venezuela voisin, qui a un pétrole lourd, difficile à raffiner, celui du Guyana est léger et peu soufré, ce qui le rend très facile et rentable à transformer. Ces découvertes ont fait passer le Guyana de l'un des pays les plus pauvres d'Amérique du Sud à celui ayant la croissance économique la plus rapide du monde. Les revenus pétroliers pourraient atteindre 10 milliards de dollars par an, transformant radicalement l'économie. On est déjà passé de 120 000 barils par jour en 2020 à 900 000 en 2025. Et l'objectif du gouvernement est d'atteindre les 1,7 million en 2030. C'est donc plutôt bien parti pour que les revenus d'ici peu s'élèvent à 160 milliards de dollars par an, soit près de 200 000 $ par citoyen. Sur le papier, ces chiffres sont vertigineux, mais en me baladant ici dans les rues de Georgetown, la réalité me paraît plus nuancée. Je réalise que les milliards de barils ne se voient pas encore à chaque coin de rue, et je m'interroge sur ce nouvel Eldorado. Et voilà, les copains. Ça change de la moto. 1250 cm3 ici au Guyana. Attention, ça roule à gauche. Wouhou! Car en théorie, cette somme colossale pourrait résoudre tous les problèmes économiques du Guyana. Mais un simple regard sur le Venezuela voisin, avec les plus grandes réserves de pétrole au monde, montre à quel point le pétrole peut être désastreux pour un pays. Alors, je m'interroge, est-ce que cette manne pétrolière va réellement profiter à toute cette mosaïque ethnique dont je vous parlais, ou est-ce que le rêve guyanais va rester coincé dans les poches de quelques-uns? If they share it very equally to us, if they share it very equally and do their job in the right way, it go better for me and my kids, them a lot, and my family. Parce que le boom pétrolier a déjà provoqué une forte inflation, en particulier sur les produits alimentaires, percutant les plus modestes. 5 ans après le début de la production pétrolière, 58% des Guyaniens vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 6,85 $ par jour. Car il existe un paradoxe économique,
qu'on appelle la malédiction des ressources. Les pays riches en ressources naturelles ont souvent une croissance économique plus faible que les pays dépourvus de ressources. Quand un pays exporte massivement une ressource comme le pétrole, les dollars affluent. Cette abondance de devises fait monter la valeur de la monnaie locale. Résultat, les autres produits du pays deviennent trop chers pour être exportés à leur tour. Importer devient moins cher que de consommer localement. Les usines ferment, les agriculteurs abandonnent et petit à petit, le pays ne sait plus rien faire d'autre que d'extraire sa ressource naturelle. Il devient alors dépendant d'un seul produit et donc vulnérable à la moindre chute du baril de pétrole. Mais cette malédiction n'est pas une fatalité. Le problème n'est pas la ressource, mais la bonne gestion qu'on en fait. Pour éviter ce piège, le Guyana a commencé à créer un fonds souverain doté de règles strictes pour encadrer les dépenses et l'épargne. Il investit aussi dans l'éducation gratuite, la santé, les infrastructures et l'énergie. Je n'ai pas de boule de cristal et j'espère que le Guyana va gérer au mieux cette nouvelle richesse, pas comme Nauru qui était le plus riche pays au monde dans les années 70 par habitant et qui est redevenu le plus pauvre. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo lors de mon passage sur l'île et la plus petite république du monde. Mais pour revenir au Guyana, il pourrait devenir le pays le plus riche d'Amérique du Sud en quelques années. Et si cette république joue bien ses cartes et gère correctement son économie, le pays pourrait avoir un avenir radieux. En conclusion, le nom Guyana signifie terre d'eau, mais alors qu'il devient la terre du pétrole, seul le temps dira si cette richesse profitera réellement à son peuple. Fin de la découverte et visite du Guyana, fin de mon 168e pays. J'espère que vous avez kiffé explorer ce coin du monde avec moi. Si cette aventure vous a appris quelque chose, surpris ou simplement fait voyager, alors le pari est gagné. On se retrouve très vite pour mon 169e pays. Yeah.